Bonjour à toutes et à tous. Vous avez compris qu'on a eu des petits soucis informatiques pour mettre cette conférence en place, donc on a pris un petit peu de retard. Bon, comme ça, je ne vais pas beaucoup parler. Donc, on continue ce cycle de conférences qu'on a mis en place cette année, un an après l'ouverture du nouveau musée. Certains d'entre vous sont déjà venus aux premières conférences. Et donc ce soir, voilà, on accueille Antoine Leperlier dans le cadre de son exposition rétrospective au musée, qui va nous présenter sa démarche artistique, technique, et on l'en remercie. Voilà, j'en dirai pas plus. Juste un petit mot pour vous dire que si certains d'entre vous, à la fin de la conférence, souhaitent acheter le catalogue ou le livre, aujourd'hui, Antoine est disponible aussi pour le dédicacer. Voilà. J'aurais été très très court et je te laisse la parole. Merci. Bon. Je vais essayer de faire ça. En fait, bon, je fais du verre, évidemment, depuis un bon moment, mais je vais essayer de montrer qu'il y a des approches du matériau dans l'art qui datent de très longtemps et pour des raisons bien particulières. Ce qui n'est pas du tout contemporain, je veux dire, personne actuellement place le matériau au centre des préoccupations de l'art. Les artistes en général ne maîtrisent pas leurs moyens ou en tout cas n'en font pas cas. Et de mon côté, j'essaye de montrer que c'est indissociable de ma façon de faire, c'est que je travaille ce matériau-là pour des raisons bien particulières. Donc, pour commencer, pourquoi le matériau est important dans l'art, c'est que c'est une vieille problématique qui date déjà de la fin du XVIIIe siècle, quand on s'est rendu compte que les Grecs peignaient leurs sculptures. Et que c'était pas l'idée qu'on s'en faisait pendant toute l'ère classique. On faisait du marbre blanc, on croyait que c'était ça la pureté conceptuelle de l'art, c'était le blanc du marbre et le noir du bronze et point à la ligne. Quand on a découvert la polychromie de la sculpture grecque, ça a révolutionné le 19e siècle et beaucoup se sont attachés à introduire cette polychromie dans la sculpture, mais dans un but bien particulier. C'est un peu grand. Pas tout. Dans un but bien particulier, c'est que l'idée, c'était d'introduire la vie dans l'art. C'est-à-dire que grâce à la couleur, finalement, les artistes tentaient, de façon illusionniste, plus ou moins, d'introduire la question de la vie. Et en particulier, là où j'ai pris un exemple, c'est Jean-Léon Gérôme, qui est un sculpteur peintre du 19e, très important, qui a fait un tableau, par exemple, qui s'appelle La couleur insuffle la vie dans l'art, qui est vraiment la problématique de ces sculpteurs. On est un peu dans l'illusionnisme, c'est-à-dire que lui aussi peignait les statues, il les teintait comme les Grecs avec de la cire anocaustique, et il a fait un tableau où là, on voit que ça s'appelle Pygmalion, et on voit que la statue qu'il a faite s'anime et devient vivante. Donc toutes ces problématiques-là étaient bien en jeu dans son œuvre. Ça m'intéresse d'autant plus que Émile Décorchemont, donc le père de François Décorchemont, a travaillé pour ce sculpteur. Et qu'il n'est peut-être pas venu par hasard à la pâte de verre, c'est parce que le matériau intéressait aussi Jérôme, et il a mis des bijoux de pâte de verre sur ses sculptures. Donc il y a une petite connexion qui se fait entre les questions de la vie dans l'art, le travail sur les matériaux et la pâte de verre. D'autres artistes se sont intéressés à cette question de la vie dans l'art, mais autrement, pas de façon illusionniste, c'est-à-dire pas en peignant les statues, en faisant un petit peu quelque chose comme le musée Tussaud ou le musée Grévin. Là, il y a des artistes comme Rodin, bon, en particulier, c'est vraiment celui qui a le plus travaillé les matériaux et Médardo Rosso aussi,
aussi bien en pâte de verre qu'en céramique, qu'avec de la cire, du plâtre, du bronze, voilà, du marbre. L'idée, c'était que le matériau détenait en lui-même des qualités d'être vivant, en fait. Et donc, Rodin essayait, avec un travail sur l'émail, ou le matériau lui-même, comme la pâte de verre, ou la cire pour Médard de Rousseau, de donner finalement la vie, non pas par quelque chose d'illusionniste, mais par le matériau lui-même. Donc ça, c'était une deuxième approche de la question. Pour tout dire, c'est que, pour moi, pour conclure l'introduction, on ne choisit pas innocemment un matériau quand on fait une œuvre, et on imagine bien que Michel-Ange n'aurait pas pu faire sa Pietà avec les moyens de Gauguin. Gauguin voulait être sauvage, il a pris un matériau sauvage, il a travaillé avec du grès, de la sculpture en bois, il a travaillé des matériaux qui n'étaient pas forcément nobles, mais qui correspondaient à son idée de sauvagerie, de primitivisme. Alors que on imagine bien que Michel-Ange, lui, quand il a fait sa Pietà, il a utilisé le marbre le plus fin pour pouvoir justement rendre le sentiment qu'il voulait rendre. Donc le matériau est véritablement très important pour moi, en tout cas dans les œuvres d'art. Donc il y a un artiste particulièrement qui a répondu à cette question, c'est Henri Cros, qui lui a commencé son œuvre de sculpteur en travaillant la cire dans le contexte de la polychromie dans l'art. Donc il a, comme d'autres, comme Ricold d'Isaac, travaillé la cire polychrome. C'est une technique très particulière. Mais pour lui, travailler la cire, c'était finalement un peu contradictoire par rapport à l'idée de la vie, c'est-à-dire que la cire était un matériau qui supportait pas la chaleur, qui pouvait se détruire, et il voulait quelque chose d'éternel. Donc, il a fait des recherches sur la peinture en encaustique, il l'a amené à trouver, soi-disant, des recettes de pâte de verre égyptienne. Donc, on a une pâte de verre égyptienne qu'on a au Louvre actuellement, mais maintenant, depuis très peu de temps, on sait que c'est pas égyptien du tout, ce serait plutôt 18e. Donc, c'est un... Enfin, Henri Cros l'a vu. Et donc, il a cherché une technique de pâte de verre qui n'avait jamais existé dans l'Égypte ancienne. Donc, il a découvert quelque chose qui n'existait pas même dans l'Égypte ancienne. Il a trouvé une technique très particulière, donc qui lui a permis justement de jouer avec l'éternité du matériau, parce que le verre est éternel, et puis il a pu justement travailler la question du vivant dans le matériau. Donc il a fait aussi genre de grandes sculptures. C'était quelqu'un d'extrêmement réputé, en tout cas par ses pairs. Rodin considérait que c'était un des plus grands sculpteurs du 19e siècle. Mais du fait de la technique artisanale qu'il avait développée, il n'a pas été reconnu à sa juste mesure. Et tout juste maintenant, la première fois, on a une exposition Cros au Musée des Arts Décoratifs à Paris. On commence à s'intéresser à cet artiste qui, pour moi, était fondamental. Un autre artiste fondamental pour moi, évidemment, c'est mon grand-père, qui, lui, de la même façon qu'Henri Cros, n'a pas choisi la pâte de verre de façon innocente. C'était un peintre, au début un peu dans l'esprit de Corot, après plutôt post-impressionniste. Sa question esthétique, c'était pas la vie dans l'art, mais c'était la lumière et la couleur en tant qu'impressionniste. Et peut-être, ça, je n'ai pas d'explication pourquoi il a pas, enfin, il a toujours continué à faire de la peinture, mais pourquoi il a choisi de faire la pâte de verre. Bon, c'est un peu long, c'est une histoire un peu compliquée avec son père qui l'a un peu dirigé. Sortant de la céramique, il a découvert une technique de pâte de verre dans des conditions assez rocambolesques, parce qu'il a créé tout son atelier. Il partait de rien. Il faisait beaucoup d'erreurs techniques, énormément d'erreurs techniques, beaucoup d'échecs. On voit d'ailleurs que finalement son atelier était quand même assez rudimentaire. Mais ça ne l'a pas empêché de commencer à travailler
des pâtes de verre opaques assez proches de la céramique qu'il faisait à l'époque. Et progressivement, on voit que par sa technique, il finit par obtenir une pâte de verre de plus en plus transparente, c'est-à-dire en intégrant une nouvelle technique, la technique de la cire perdue, qui lui a permis d'apporter de la lumière et de la couleur. C'est progressif, ça c'est vers 1910, 1914. Et puis, voilà, sa matière se clarifie et on arrive finalement à ce que probablement il cherchait, c'est-à-dire la couleur, la lumière. Et il s'est pour moi réalisé vraiment quand il a fait de la peinture finalement avec le vitrail. Il a créé une technique très particulière et que personne ne reprend d'ailleurs, qui est très complexe, très longue. Voilà, il a fait donc des vitraux dans cet esprit, comme il le disait. D'ailleurs, je ne suis pas verrier, je suis peintre céramiste. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il a fait à Sainte-Odile. Je pense qu'on peut dire que il fait partie aussi de ces artistes qui ont choisi un matériau artisanal pour réaliser un concept esthétique, finalement. Là, lui, c'est en tant qu'impressionniste. Alors, pour ce qui me concerne, moi, j'ai fait des études d'art plastique et j'avoue que je n'étais pas du tout dans l'idée de l'art décoratif ni rien. Donc, moi, les questions qui m'ont toujours intéressé, c'est les questions du temps, donc, que j'ai pu développer d'une autre façon que dans le verbe, enfin très peu quand même. J'y réfléchissais beaucoup, disons. Une gravure qui m'a beaucoup influencé, la mélancolie de Dürer. C'est très intéressant parce que, en fait, dans cette œuvre, on voit que Dürer nous montre que à la Renaissance, l'humanisme maîtrisait finalement quasiment tous les outils pour gérer l'espace, pour indiquer aussi le temps, avec on voit le sablier, la cloche, enfin il y a plusieurs éléments, mais seulement on se demande pourquoi la mélancolie, pourquoi elle est si triste. En fait, ce qu'elle ne peut maîtriser, c'est le temps qui passe. En fait, la vraie question de cette gravure, c'est que l'artiste a des moyens, mais seulement ils ne seront jamais à même de ralentir ou d'arrêter ce qui est essentiel, c'est-à-dire que c'est disons la voie vers la mort, quoi. Donc ça, cette gravure m'a beaucoup inspiré, au point d'ailleurs qu'un collectionneur me l'a offerte. C'était très, très sympa de sa part. D'autres artistes se sont posés ces questions du temps dans l'art. Giorgio Chirico, il a indiqué, c'est ici les questions de la mélancolie, le temps qu'il indique, évidemment, on voit que c'est plus important même que la gestion de ces architectures, c'est qu'il montre des ombres, un peu comme des cadrans solaires, en fait. Le temps passe, il est arrêté, et c'est vraiment ça qui crée la mélancolie, parce que de toute façon, on ne pourra jamais l'arrêter. Chez Marcel Duchamp, c'est très intéressant aussi, parce que on peut dire que c'est un tableau futuriste, mais qui travaille le mouvement, qui travaille donc le temps, mais ce qui le différencie finalement des futuristes, c'est qu'il met un titre, Jeune homme triste dans un train, c'est-à-dire qu'il introduit une notion subjective du temps qui passe et du déplacement, du mouvement. C'est-à-dire qu'il est triste pendant que le train roule. Et cette question du mouvement, finalement, va l'occuper en permanence, qui est aussi la question du temps qui se décompte dans le mouvement. Et cette œuvre que tout le monde connaît, évidemment, que je ne vois pas du tout comme on nous l'apprend, qui est sur un verre, donc le grand verre, peinture sur verre. La vraie question du champ, c'est comment on peut peindre le temps. Bon, c'est impossible, évidemment, mais comment on peut introduire une autre dimension dans la peinture. Au lieu des 3 dimensions de l'espace qu'on sait reproduire avec la perspective, parce qu'il travaille aussi la perspective en 2 dimensions, peignant sur le verre,
il introduit une dimension qui est la transparence, c'est-à-dire une dimension supplémentaire qui n'existe pas dans le tableau d'habitude. Donc c'est un tableau qui nous indique une dimension supplémentaire est possible dans l'art. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en bas de son tableau, c'est marqué, c'est indiqué troisième dimension et c'est rayé. Donc c'est intéressant de voir qu'il travaille sur les dimensions de l'espace-temps à travers ce tableau. Donc tout ça, moi, ça m'a fait réfléchir et je me suis rendu compte que si on introduit la question du temps, peut-être que le verre est le matériau le plus à même, en tout cas, de nous permettre d'y accéder, en tout cas de le suggérer. Donc j'ai repris les fours de mon grand-père dans l'état où ils étaient, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas changé depuis 1903. Donc j'ai travaillé là-dedans, ça c'est une des premières cuissons que j'ai faites dans ce four ancestral, sans connaître grand-chose des techniques. Alors les premières choses qui m'ont intéressé, c'est que, comme je disais, le verre peut nous renvoyer à la question temporelle. Eh bien, peut-être que justement c'est grâce à lui qu'on peut montrer quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, c'est-à-dire que le verre serait comme un matériau qui nous ouvrirait, c'est un peu comme disait Baudelaire, derrière une vitre, les choses sont plus intéressantes qu'en plein soleil. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir le verre entre nous et la réalité, c'est une façon de voir autrement le monde, et peut-être que c'est une ouverture à l'imaginaire, à la mémoire. Donc j'ai fait des pièces autour de la notion de reliquaire. C'est les reliquaires de la collection des Médicis au musée de l'Argent à Florence, qui sont vraiment intéressants parce qu'on a à la fois la relation au souvenir par la relique, et aussi c'est visible à travers le verre. Donc ces œuvres, comme il y en a une ici au musée, en fait renvoient à des formes de la mélancolie de Dürer, par exemple. Ça c'est justement la pierre taillée devant la mélancolie. Donc ce sont des œuvres qui sont autour de cette question. Le verre est un espace mental dans lequel il y a des traces. En fait, c'est un peu la métaphore de la mémoire. En fait, à ce niveau-là, on a des formes vides, comme un souvenir. En fait, un souvenir n'est plus là, il laisse une trace dans un espace transparent qui serait la mémoire. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai travaillé au début, en faisant des reliquaires où j'ai déposé finalement des objets et des références à la gravure. Cette série ensuite, il y a un jeu de mots en anglais, parce que cast shadow, ça veut dire ombre portée, mais ça veut dire aussi ombre moulée. En fait, j'ai découvert ça assez tôt. Je me suis dit, c'est quand même intéressant de savoir si on pouvait mouler une ombre. Donc, mouler aussi un souvenir, ça ne marche pas. Voilà. Est-ce qu'on peut mouler un souvenir, une ombre? Alors, si on prend un objet qu'on voudrait peindre, il projette une ombre à 2 dimensions. Il est à 3 dimensions, il projette une ombre à 2 dimensions. Mais si on considère qu'il y a une 4e dimension, la projection de l'ombre, c'est-à-dire le souvenir, est à 3 dimensions. Donc c'est un peu l'idée de ces blocs qui en fait renvoient à l'objet qui est au-dessus. C'est l'objet et son ombre, qui est à la fois son ombre physique et aussi son ombre mémorielle, quoi. Donc ça, c'est des choses. Il y a évidemment des jeux avec l'histoire de l'art, parce que j'ai fait une botte d'asperges que finalement appelle le tombeau de Monsieur Manet. Manet a été le dernier à faire des natures mortes il a détruit l'idée, le genre des natures mortes tel qu'on l'a pratiqué dans les Pays-Bas ou au XVIIe siècle. Était toujours une sorte de
vanité. Et lui, il s'est attaché à faire de la nature morte, finalement, un travail pictural. Donc, c'était la fin d'un type de nature morte. C'est pour ça que j'en ai fait le tombeau, juste pour que je le déplorais, mais c'est un mouvement important dans l'histoire de l'art. Still Alive, c'est en fait les choses mortes qui continuent à vivre, c'est les natures mortes qui sont encore vivantes. C'est-à-dire que essayer de saisir le mouvement des choses, le temps donc qui passe dans la réalité, mais qui est toujours en mouvement. Essayer d'arrêter finalement le mouvement qui est permanent dans le réel. Et l'intuition de Dali, de ce point de vue-là, est intéressante sur son horloge, parce que finalement, le fait qu'il fasse des choses molles, c'est qu'il nous indique que le réel n'est jamais arrêté. Et même si on veut le peindre, si on veut peindre le réel, il faut mettre des béquilles, il faut l'arrêter, il faut arrêter les choses. Et d'ailleurs, cette nature morte est intéressante, parce qu'elle est du XVIIe siècle. Et là, ils ont essayé de peindre, finalement, le mouvement de la chute. Comme d'ailleurs, Dali a pu faire la chute des objets, où tout est en mouvement. Et donc, le mouvement aussi, on peut l'arrêter dans la matière, tel qu'on le voit avec les vers déformés, l'éruption du Mont Pelée, où les vers ont été déformés par la chaleur. Et on peut dire que là, on a comme un cliché, en réalité, en 3 dimensions, d'un événement, d'un instant. On pourrait le dater, on pourrait savoir exactement la date. Donc, les objets, finalement, flottent. Et de ce point de vue-là, j'avais mis des gravures, d'ailleurs, aussi autour. Les objets flottent et sont toujours, finalement, même si ce sont des objets inanimés, en fait, ils sont animés, ils ont une âme, si on peut dire. Voilà. Et donc la relation, finalement, entre la stabilité de ce qu'est la mémoire, je le mets en relation avec ce que c'est que le réel. Le réel, lui, est toujours mouvant. La mémoire, a priori, est plutôt stable. En tout cas, l'idée qu'on se fait des choses est relativement stable. On sait ce que c'est qu'une coupe, une poire, mais on n'imagine pas que finalement, dans le cours du temps, ça va pourrir. C'était l'idée des natures mortes telles qu'on les peignait avant. Voilà. Donc, ce sont des travaux qui parlaient de cette question justement de la nature morte qui finalement est toujours en mouvement, contrairement à ce qu'on dit. C'est pas une nature morte, ces styles-là, ils sont encore vivants. Ok, dans la question du temps, on peut faire. Il y a aussi essayer de visualiser ce que c'est qu'un instant. Il n'y a pas moyen de trouver un autre truc. C'est pas génial. Voilà. Un instant dans le mouvement. C'est-à-dire une chose qui apparaît figée. C'est-à-dire, comme à Pompéi, l'instant de la mort, qui est vraiment l'instant, disons, le plus crucial, avec le dessin qui est très intéressant de Géricault, où il a peint à Pompéi une ombre qui était en fait projetée sur un mur au moment d'une excavation. Ça a duré très peu de temps, l'ombre a disparu, mais c'était une ombre comme à Hiroshima, il y avait quelque chose qui l'a interpellé. Et puis les chevaux de la Goda, où c'est vraiment très dramatique, parce que ce sont des chevaux qui sont entrés dans un lac et qui, au moment où ils sont entrés dedans, il a gelé immédiatement. Ça a été on appelait ça la surfusion, c'est que l'eau était tellement pure, elle était à moins 2, moins 3 degrés, et dès l'instant où il y a eu l'intervention des chevaux, ça a déclenché la glaciation, et donc ils sont morts à ce moment-là. Donc l'idée de l'instant a toujours travaillé finalement l'art, et on voit que par exemple dans les peintures, c'est sur un thème qui est celui de l'Ofer, eh bien on a l'instant juste avant, l'instant juste pendant et l'instant juste après. Et ces questions finalement de l'instant, disons la façon qu'on pourrait dire, c'est de vitrifier du temps, comme pour la méduse. C'est pas un hasard que Descorchemont
Henri Cros ont fait chacun une gorgone. J'en ai fait une aussi. Hein. C'est-à-dire que la méduse qui pétrifie. Voilà. La sculpture de Giacometti, qui justement essaye de spatialiser un instant, c'est-à-dire un homme qui passe dans un espace, mais finalement, c'est pas un espace, c'est un instant. Quelque part, on voit très bien qu'il y a l'avant, le pendant et l'après. Donc, ces questions-là, j'ai essayé de l'aborder à travers ces bulles qui sont en fait des émergences qui s'arrêtent dans le four. Je ne sais pas, je ne le contrôle pas. La bulle existe à l'intérieur de la pièce et en recuisant, la bulle monte et elle s'arrête. Et cet arrêt est aléatoire, évidemment, je ne sais pas, mais on peut dire qu'il signe l'instant où le verre a repris sa forme et en fait a stabilisé le chaos de la cuisson, en fait, parce que finalement, l'idée, c'est que l'art met de l'ordre dans le chaos, on peut dire, ça serait, si on voulait le dire comme ça. Et il y a aussi des références à la question de l'écriture, puisque c'est dans Gargantua, enfin dans Rabelais, fait une anecdote qui est très intéressante, où il explique, bon, ils sont sur la mer, ils vont vers le nord, il y a des icebergs, ils ont très soif, ils vont faire fondre les icebergs, et des icebergs sortent des mots, des paroles qui avaient été vitrifiées au moment d'une bataille. Et c'est la métaphore de l'imprimerie, en fait. Parce que, en fait, l'imprimerie, c'est ce qui, disons pas pétrifie, mais arrête la langue, la parole. La parole, c'est de la durée pure. Pour l'arrêter, il faut l'enregistrer. L'enregistrement, le premier, c'est l'imprimerie. Et il y a aussi des références à Locus Solus, parce que c'est un texte de Raymond Roussel, où justement il explique l'enregistrement des paroles. Donc l'idée, c'était de mettre des mots, de vitrifier finalement des mots dans le vers pour parler justement de l'arrêt du temps. Alors, évidemment, quand on parle du temps, on parle des vanités, du coup de dé, en fait. L'idée d'une vanité, c'est aussi mettre, là dans les salles que j'ai faites, en mettant des crânes qui deviennent des bulles qui se soulèvent dans la pièce, c'est histoire de mettre du mouvement, en fait, dans un processus qu'on ne peut pas arrêter. Les latins appelaient ça l'augmentatio, c'est-à-dire c'est notre vie qui est menée dans le temps et qui nous amène à la mort et on ne peut rien y faire. Et donc, cette bulle est vraiment dans l'esprit de ce mouvement irrépressible. Alors, des fois, il s'écrase un peu. Ce sont des vanités qui sont des vides, un peu dans l'esprit aussi, des souvenirs. Mais bon. C'est aussi les textes, les références toujours à l'imprimerie pour mettre en fait en relation la vitrification et l'instant. Donc il y a une série de pièces que j'ai faites dans donc des crânes doubles, parce que le dieu Janus, en fait, c'était le dieu du passage. C'était le dieu de la porte, c'était le dieu du présent, c'est-à-dire que la porte, on la croise, on passe par la porte, donc on est dans l'instant présent. Donc c'est le Dieu qui regarde le passé, qui regarde le futur, mais qui se trouve finalement à l'intersection des deux. Et donc c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai fait une vanité du crâne de Janus. Là, je n'ai plus le crâne d'un dieu. Et donc, dans l'esprit, disons,
de faire la synthèse entre le mouvement et le souvenir, entre le flux et le fixe, en fait, qui m'occupe depuis un petit moment. L'idée d'un crâne mou est arrivée un petit peu comme une évidence, c'est-à-dire si on veut faire la synthèse impossible entre ce qui est fluide et ce qui est fixe, c'est pas à moitié, c'est essayer de faire la synthèse entre le crâne, qui serait l'os, le définitif, le fixe, et la chair qui est dans le flux et dans la décadence. Donc un crâne mou était une façon de synthétiser ces deux problèmes que j'ai appelé une série, que j'ai appelée Fleuve et Stèle, qui est un peu la métaphore de cette sensation on a besoin du fixe pour avoir du flux. On peut pas, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est cette association qui est très difficile. Ce sont deux philosophies qui sont très difficiles à synthétiser et surtout à mettre ensemble. Donc ça, c'est l'idée des fruits d'une vanité prise dans une sorte de stèle qui les maintient pendant qu'elle s'écoule, quoi. Et plus le temps a passé, parce que là, le temps passait pas forcément en ordre chronologique, je me suis rendu compte que la relation du flux et du fixe pouvait aussi s'exprimer à travers les matériaux eux-mêmes. C'est que le verre est un fluide, il est réversible, on peut le recuire. Et la céramique, qui est pratiquement la même chose, c'est pratiquement du verre, il faut très peu de choses entre la céramique et le verre, c'est pratiquement deux matériaux identiques, mais la céramique a une autre qualité qui est la cristallisation, elle est irréversible. Donc symboliquement, la céramique serait de l'ordre du fixe et le verre, donc, que je manifeste là par la couleur, qui est un mouvement, en fait, un mouvement aléatoire. Cette synthèse des deux, toujours ce que je recherchais à mettre en évidence. Donc là, il y a l'association par les matériaux de cette relation entre le flux et le fixe. Il y avait toujours des reliquats de textes, je m'en suis débarrassé à un moment donné, parce que c'était plus nécessaire d'être explicite sur cette question. En fait, c'est à partir du moment où je me suis rendu compte que plus le hasard intervenait dans mes cuissons, plus il me ramenait finalement aux images. Et la relation entre ce tableau de Bacon et cette pièce m'a fait prendre conscience que finalement, je pouvais produire des images finalement grâce au hasard. Et dans l'esprit d'ailleurs de ce que raconte Bacon, c'est-à-dire sa façon de peindre est une façon de peindre où il fait confiance entièrement aux matériaux qu'il utilise. Il explique bien quand je veux peindre, je sais ce que c'est qu'un portrait, je l'ai en tête, j'ai le modèle devant moi. Mais à partir du moment où je touche la toile avec un gros pinceau, comme il dit, qui fait une déclaboussure, qui dégouline, à ce moment-là, il se met dans une quête et il est dans un échange avec la résistance de la toile, de la coulée. Et c'est au bout de ce combat, finalement, qu'il arrive à faire son œuvre qui n'a rien à voir avec l'idée de départ. Eh bien, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire confiance au hasard, surtout quand il arrive, là, évidemment, cette pièce-là a été un ratage, en fait, le moule a cassé, mais le résultat était vraiment intéressant. C'est à partir de ce moment-là que j'ai considéré qu'il fallait que je cesse de dessiner mes pièces, de les prévoir, et qu'il fallait, disons, organiser mon travail en faisant une place importante au hasard. Et donc, en plus, ça correspondait finalement aux aquarelles que je faisais à ce moment-là, qui étaient du même ordre, où justement je travaillais sur l'impréparation, la tâche, des choses très
très gestuelle. Et donc ça s'est retrouvé dans les pièces que j'ai faites à ce moment-là, où là, les coulées finalement produisent des formes. Ça marche pas toujours, mais des fois ça marche. Et donc la maîtrise est juste sur les formes intérieures. Il y a quelques formes qui sont maîtrisées, que je mets dans le moule, et ensuite le verre est disposé de telle façon qu'il fasse son œuvre, et c'est un petit peu en faisant confiance finalement que j'arrive à faire maintenant des choses qui ont finalement qui ont plus à voir avec des peintures en 3 dimensions qu'avec des sculptures. Et de plus en plus, c'est ça, comme je le disais au début à propos de Marcel Duchamp quand il faisait son grand verre, si on fait de la peinture en 3 dimensions, on n'est pas loin d'intégrer une 4e dimension, parce que c'est ça qui est en jeu. Donc ces pièces qui sont maintenant à l'exposition sont faites dans cet esprit où ce sont plus les images qui m'intéressent que la question de la sculpture. Au point d'ailleurs que j'ai repris des pièces anciennes. Ces 2 pièces-là, en fait, il y en a une qui a été faite en 2015 et j'ai rajouté un fond pour compléter finalement comme une peinture, hein, on travaille le fond. Voilà, et ça c'est la dernière que j'ai sortie. Il ne restera plus de place. C'est tout petit. Mais voilà, la dernière pièce où ça a été vraiment le début, pour moi, enfin, c'est le début de notre approche où le hasard est vraiment un élément très important. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Donc les prochaines œuvres, elles sont plutôt... Ben, c'est ce que je me dis, c'est ce que je me suis dit. Il se trouve que les dernières que je viens de sortir sont encore ailleurs. Donc, mais bon, il faut faire confiance. En fait, l'idée, c'est vraiment ça, quoi. La question du hasard, c'est pas de jouer avec le n'importe quoi, parce que ça serait trop simple. Mais c'était plutôt, disons, cesser de vouloir maîtriser et contrôler le résultat. Et ce qui est très étonnant, c'est que ça crée une originalité et que j'ai du mal des fois à signer. Je me dis, ça, il n'y a pas grand-chose que j'ai voulu là-dedans. Il y a pratiquement rien que j'ai pu vouloir là-dedans. Et c'est pourtant quelque chose que je vais signer. Donc ce côté comme ça, découverte, parce que l'idée c'est de se faire plaisir à la découverte de ce qu'on fait. Et c'est vraiment un privilège de se surprendre. À chaque fois que vous faites une cuisson, la surprise est importante. C'est peut-être le seul intérêt, c'est ce qui me fait retourner à l'atelier. Sinon, si je savais ce qui allait sortir, ça n'aurait aucun intérêt. Donc ça, c'est vraiment de l'ordre de la surprise. Et après, vouloir imiter ce qui nous a fait plaisir, c'est une grande erreur. Puisque j'ai fait ça en 2023, et j'ai pratiquement pas sorti de pièce. J'arrivais pas à reprendre. Bon. Donc là, il a fallu passer à autre chose. Voilà. Alors, quand on voit ton diaporama, on voit que les toutes premières pièces étaient faites de couleurs, et puis après, il y a tout un laps de temps où il n'y a plus de couleurs, on est un peu en noir et blanc d'une certaine manière. Et puis, je reviens à la couleur. Ouais. Quel est ton rapport à la couleur? Je sais pas. Je sais pas. Je me suis méfié de la couleur très très tôt et j'ai surtout pas voulu lui donner une signification particulière. Quand je faisais les premières pièces, c'était avec Étienne et on faisait de la couleur. Mais c'était pas une couleur qu'on choisissait. On avait des assistants, on dit bon bah tu vas faire du bleu, etc. On n'était pas
attentif vraiment à la question de la couleur. Donc on faisait de la couleur, on faisait des objets en couleur, comme si on allait chez le marchand de couleurs et puis qu'on achetait des tubes, quoi. Et les pièces étaient faites en petite série, Ouais, enfin, un ouais. moment en série, puis en série limitée à Oui, 12. c'était toujours limité. Et il y avait des pièces qui étaient De différentes de couleurs. différentes couleurs. Et là, je reconnais que c'était pas assez pensé. Je trouve que là, il y avait un côté un peu, voilà, j'avais pas vrai. Maintenant, oui, je me pose vraiment les questions de la couleur. Je regarde les peintures autrement. Ça fait longtemps, ça fait déjà une quinzaine d'années, mais c'est vrai qu'au début, j'avais, je m'orientais sur la couleur en tant qu'elle permettait d'imiter les pierres précieuses. En fait, c'était au début les reliquaires, choses comme ça, où il y avait des couleurs. C'était parce que ça renvoyait à des pierres dures, à des pierres précieuses. C'était ça, l'imitation finalement des. Comme d'ailleurs ça a été le cas pour le XVIIe, XVIIIe, il y a beaucoup de faussaires qui ont imité des pierres précieuses, des pierres dures avec du verre, etc. Donc ça, c'était la question des amosas. Enfin, c'était l'idée d'imiter un peu, voilà, des pierres dures. Mais la vraie question de la couleur, c'est-à-dire la couleur qui produit de la forme, parce que c'est ça la question qui se pose à partir de, disons, 2012, 13, 14. Voilà. Comment produire de la forme dans le bloc de verre en utilisant de la couleur et que ce ne soit pas n'importe quelle couleur. Donc qu'il y ait en fait une identité aux couleurs que je crée, parce que je ne vais pas les acheter, je les fabrique en fait, les couleurs. Et c'est en cela que l'héritage d'Écorchement a été hyper important, parce que c'était un coloriste exceptionnel avec une palette. Enfin, c'est même pas qu'il a des recettes. Il y a des bases, et après on improvise, on travaille. Il avait des recettes qu'il ne suivait jamais. À chaque fois qu'il y avait une sorte de couleur, il refaisait une couleur, il a créé. C'était des ingrédients qu'il mélangeait. Enfin bon, et je fais comme ça. Il y a des fois des couleurs que je stabilise, d'autres que je continue à faire évoluer, etc. C'est un travail avec les oxydes métalliques qui est passionnant. Donc maintenant, c'est vraiment la couleur qui produit des formes. Un peu comme l'aquarelle, en fait, c'est ça l'idée. Donc vous pouvez signer parce que c'est pas par hasard les couleurs. Alors, oui. Leur disposition est hasardeuse, le choix des couleurs ne l'est pas. Et je me rends compte que, par exemple, j'ai pratiquement éliminé le bleu, sans me poser la question de savoir pourquoi. J'ai beaucoup de mal à utiliser le bleu. Ou alors, mais le bleu me gêne, bon, je ne l'utilise pas. Donc c'est vrai qu'il y a des choix, c'est clair. Il y a un choix. Votre choix des couleurs, elle est influencée par ce que vous voyez ou par la mode, parce qu'en ce moment, mettons, on voit beaucoup d'orange ou comment. Je demande à Chantal. Non, mais j'ai pris l'orange comme ça. Je suis inspiré par rien. Il n'y a pas grand-chose qui m'inspire. Non, j'avoue que je dois être hors des clous de la mode. Mais par contre, ce qui est toujours impressionnant, c'est d'aller dans un musée et de regarder. On découvre. Enfin, moi, chaque fois que je sors d'un musée, ça m'apprend des choses. C'est pas pour ça que je vais les appliquer. Mais on apprend, on voit des choses qui peuvent, voilà, qui font évoluer, bien sûr. Mais l'air du temps, non. Je crois que je suis pas dans l'air du temps. Définitivement, je crois que j'ai cessé de me croire de cette époque.
Tu me regardes aussi. Je l'avais dit une grosse connerie. Non, 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 je pensais à une chanson de Léo Ferré. Il disait: je suis d'un autre pays que le vôtre, Ah, oui. d'une autre solitude et d'un autre temps. Ouais, ouais, Et je pensais à ouais, ça. ouais, ouais, c'est ça. Alors, peut-être il y a quelque chose que tu n'as pas forcément tellement évoqué, c'est que pendant longtemps, en fait, tu as plus ou moins créé des cadres Ouais. à tes objets. Alors tu peux peut-être en parler, pourquoi tu crées ces cadres, pourquoi tu n'en crées, d'une certaine manière, pourquoi tu n'en crées plus, quoique quand tu as fait des triptyques, et quelquefois tu en as encore fait dernièrement. Oui, le cette cadre, idée du cadre, oui, le tu cadre peux un petit peu- en métallique, là, quand je faisais les... métallique ou pas, il y a des cadres de verre d'une certaine Oui, manière. oui, aussi. certain, oui, c'est vrai. Ce que je veux Mais dire. c'est l'idée de la peinture. Voilà, c'est pour ça que je C'est-à-dire que je ne fais pas de sculpture. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre parce que c'est le père de Chantal qui m'a mis le doigt sur quelque chose, mais il y a longtemps. Il me dit: mais alors pourquoi tu fais toujours des carrés? Alors, parce que c'est vrai, je faisais des pièces toujours, voilà, c'est un format, quoi. Et je lui ai répondu tac au tac: mais est-ce que vous posez la question aux peintres pourquoi ils font toujours des rectangles? Parce que la peinture, on se pose pas la question de savoir pourquoi c'est toujours dans un format. En fait, ce qui qualifie la peinture, c'est ce format. Alors, il y a une école, la support surface, qui justement a essayé de déconstruire ce format de peinture en disant pourquoi on ne peindrait pas sur des tissus sans châssis, ou pourquoi on ne mettrait pas que des châssis. Bon, voilà, c'était un peu limité, ça n'allait pas loin, mais enfin la question s'est posée. Et donc je me suis rendu compte, mais je l'avais un peu intuitionné quand j'ai dit ça, je me dis effectivement le fait de travailler dans des formats toujours à peu près identiques à partir des années 90, pratiquement, soit c'est les cadres en métal, des cadres noirs, qui sont un peu des tableaux. Parce que depuis le début, je pense que mon idée, c'est de faire des images. Faire des images, c'est pas de faire des volumes. Ce sont des images. Parce que moi, je pense que les images qu'on a en tête, les représentations mentales sont à 3 dimensions. On ne pense pas en 2 dimensions. Enfin, en tout cas, moi, je pense pas en 2 dimensions, je pense en 3 dimensions. Donc, les images, elles ont 3 dimensions. Donc, c'est une peinture à 3 dimensions. Mais je ne suis pas seul à l'avoir pensé. Hein. Il y a un tableau de Dali, enfin, qui n'est pas un tableau, c'est, je crois que c'est au musée d'art moderne de New York. Dans un mur, il y a plusieurs plaques de verre, les unes derrière les autres, qui sont peintes et qui font une image. Quand on se met à un certain point de vue, donc on reconstitue une image, mais tout est à 3 dimensions. Donc je pense que quand on introduit la question du temps dans la peinture, on introduit une 3e dimension. Ça, c'est mon idée de départ. On fait des images à 3 dimensions. Donc c'est la peinture en verre. C'est pas du vitrail. Ça fait le tour. Alors, je vais continuer. Hein. On a plein de questions. Alors là, c'est pas le temps de questions, mais bon, en tout cas, je l'ai beaucoup perçu en travaillant sur l'exposition, où j'en ai pris conscience, mais tu l'as un peu dit dans ton discours, mais ça serait bien de bien en prendre conscience, c'est que pendant longtemps, quand même, il y avait du texte dans les œuvres. Et du texte qui est bien choisi, qui met des références à des auteurs, beaucoup de la Renaissance, mais même des contemporains, mais en tout cas, à chaque fois qui parle du propos qui t'intéresse, du temps. Et puis, finalement, dans ces dernières œuvres, tu t'es libéré de cette insertion de texte.
Alors c'est vrai qu'avant il y avait beaucoup de justifications, il y avait les références, il y avait le fait de vitrifier les mots dans le texte, ça correspondait bien à ce souhait de, voilà, d'arrêter aussi le temps, d'arrêter les mots dans le vers. Mais quand même, tu es sorti de cela, tu t'es libéré de ça. En fait. Moi, je l'interprète un petit peu comme ça. Tu t'es libéré de ça. Alors pourquoi? C'est une étape importante, peut-être. Oui. Non, j'ai fait la même révolution, toute proportion gardée. C'est la même révolution qui a eu lieu entre le Quattrocento et la Renaissance. C'est-à-dire que jusqu'à la Renaissance, il y avait du texte dans les tableaux. C'est-à-dire qu'il y avait des phylactères dans la pêche. Et apporter du texte au tableau, c'était parce que la peinture était, entre guillemets, on le voit peut-être maintenant comme ça, peut-être indigente. C'est-à-dire qu'il manquait quelque chose. Il fallait une explication supplémentaire. Il fallait introduire quelque chose de plus. Donc, quand la peinture s'est libérée, est devenue vraiment un art, et plus la fresque, plus elle s'est libérée, elle a pu rentrer dans les collections, qu'elle est sortie de l'église, qu'elle est sortie des... bon, elle est rentrée dans les collections des princes, en fait. Il n'y avait plus besoin d'en rajouter parce que le travail du peintre était justement d'être au plus près de ce qu'il avait à dire. Il y avait une sorte de liberté picturale qui n'existait pas au Quattrocento, qui était encore pris dans l'icône, en fait, qui était encore un peu religieuse, on ne pouvait pas faire n'importe quoi, on ne pouvait pas placer les gens n'importe comment. Il y avait des règles qui étaient beaucoup plus importantes. Et à la Renaissance, on a pu mettre de l'expression. C'est toute la question de la Joconde. En fait. La Joconde dit beaucoup par le sourire, pas besoin de rajouter un texte pour dire qu'elle sourit. Quelque part, l'humanisme a fait en sorte que la peinture s'est libérée. On a identifié les visages, on a humanisé les visages quasiment. C'était des gens qu'on aurait pu croiser dans la rue, ce qui n'était pas le cas au Quattrocento, où c'était des poncifs. Il fallait reprendre Saint-Pierre de telle façon, Saint machin, etc., qu'on pouvait les identifier, puis il fallait mettre le nom dessus, et on se trompe pas. Donc, je pense que quand quand j'ai abandonné le texte, c'est à partir du moment où j'ai vu que, d'ailleurs ça s'est plus imposé, et à la dernière pièce où j'ai mis les textes, elle est ici, comme une obligation que je me donnais à moi-même de rajouter ce truc-là. Mais c'est quand la couleur a pris la place. C'est quand la couleur est devenue expressive et qu'elle m'obligeait plus à rajouter quelque chose de plus. C'est que, à la limite, la relation à la couleur a fait que le texte a disparu. Je vois pourquoi, hein. C'est comme ça. Je pense que c'est ça. Et peut-être qu'un jour, ça va revenir. Pour à l'abri. Non, je pense pas. Non, je pense que ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Et pourtant, ça a été longtemps très signifiant. Mais c'est parce que aussi j'avais le sentiment que peut-être ça ne disait pas assez. Peut-être que c'est ça. C'est qu'il fallait bien enfoncer le clou. Bien expliquer la chose. Il s'agit bien de ça. Ne vous méprenez pas, il s'agit bien de ça. Et maintenant, je crois que j'ai plus souci d'expliciter, en fait. Je crois que si les choses me parlent comme ça, c'est la seule justification, ça me parle comme ça. J'ai besoin de mots. Donc, du coup, il y a moins le rapport au temps. Alors, peut-être, je sais pas. Ben, c'est déjà le temps humain, enfin, c'est la durée, c'est pas le passe-temps. Oui, c'est la durée, oui, c'est la durée, c'est le temps qui nous traverse. Non, je pense que peut-être que ça me soucie moi. Peut-être que j'ai plus trop envie de faire des démonstrations. En fait. Et pourtant, il y a bien des éléments fixes et des éléments... oui, mais ça reste. Parce que si tu expliques les noyaux
il y a toujours des noyaux Ouais. à l'intérieur de tes pièces qui représentent Ouais. quelque chose de fixe, et Mais ça et devient son inverse. Oui, oui, parce que le noyau, Alors, en fait, pourquoi continuer à faire cela, en fait? ben, c'est parce que le mouvement m'intéresse, arrêter le mouvement m'intéresse, et produire du mouvement par le choc entre, le choc, c'est pas un choc, mais enfin, le noyau qui est là, qui résiste quand la couleur fond. Donc il y a un effet. En fait, c'est là que se produit le hasard, c'est que par disons, intervention de la place du noyau, de sa façon dont il contredit ou il contrecarre le fluide, les couleurs se créent là-dessus. Donc je n'abandonnerai jamais le noyau. Il est l'élément central. C'est vraiment comme la pile de pont qui divise le courant d'eau, quoi. Il y a des très beaux dessins de Léonard de Vinci qui sont passionnants parce que il avait bien compris que l'eau qui s'écoule ne peut pas s'écouler sans résistance. Il faut que, pour la voir couler, faut qu'il y ait soit des cailloux dans le fond, il a fait bouger. Mais l'eau qui coule a toujours besoin, pour être visible, avoir un obstacle. Et donc, pour les remous, etc. Donc ça, c'est une façon de produire des remous à partir d'une pile de pont. C'est un peu Donc ça, c'est des éléments fixes, Voilà. et il y a des éléments qui sont en mouvement. Donc Voilà. il y a le rapport au temps, toujours, Oui, qui est toujours là. dans ces pièces. Plus au mouvement Mais que... pas- Voilà, c'est le mouvement. Mais de toute façon, dès l'instant où on parle de mouvement, on parle du temps. Ouais, c'est lié. C'est le... Oui, je pense que c'est ça. Surtout que, bon, maintenant, techniquement, j'ai abandonné l'idée de la céramique, mais c'est dommage, parce que ça me paraissait très parlant pour moi de travailler avec la céramique. Là, il y avait un véritable élément de stabilité quasiment physico-chimique qui était intégré au verre. Les deux choses étaient symboliquement bien jointes. Mais bon, il y avait casser 4 pièces sur 5, c'était un peu difficile. C'était un peu trop. Et pourtant, au début du 19e siècle, il y en a qui l'ont bien fait. Hein. La preuve avec l'exposition qu'il y a au rez-de-chaussée sur les cristallocérames. Ah oui, mais non, mais des- là, c'est des amateurs. Mais non, quand je dis c'est des amateurs, c'est très facile d'inclure une petite pièce fine, c'est pas un problème. Ça devient un problème quand on introduit des vraies masses. Parce que, puis en plus, c'était pas de la porcelaine, vraiment. On dit porcelaine, mais c'était probablement de la stéatite, c'est de la craie qui était travaillée comme des camées. En fait, c'était des gens c'était des médaillistes, médaillés, je sais pas, qui devaient les travailler. Parce que il n'y a pas de moulage, pas vraiment, il y a de temps en temps des moulages. On voit des formes répétées. On voit bien sûr qu'il y a des formes. Parce qu'il y a une porcelaine qu'on peut faire qui est très fine et qui joue pas sur les contraintes. C'est intégré facilement. Non, les camées étaient moulés parce que ils ont été reproduits dans plusieurs exemplaires de verre. Oui, mais c'est la matière, je veux dire, la porcelaine en question devait être un mélange très peu dense qui ne jouait pas. D'ailleurs, on le voit parce qu'il y a un effet argenté, le reflet. Souvent, quand on regarde, il y a le camé, il y a comme de l'argent dessus. En fait, c'est une couche d'air. C'est la couche d'air qu'on voit. Donc, ça veut dire que le camé n'est pas vraiment en contact avec le verre. Le verre s'est retiré ou le camé s'est retiré du verre sans casser. C'est un bon ajustage. J'aimerais bien avoir la composition. Il ne faudrait pas casser un verre. Faire une amnistie. Ils ne sont pas tous à sauver. On pourrait en prendre un. Hein? Non, on ne va pas le faire. On demande à l'autorité. C'est un accident. Ouais. Bon, dès qu'il y a des choses
terre à terre, mais je ne sais pas s'il y a des énigmes dans ce que j'ai dit, parce que ça défile vite, et je ne sais pas si c'est compréhensible, quoi. Parce que je pars de loin, quoi. Le problème, c'est que je pars de loin pour essayer d'arriver. Donc, par rapport à l'inspiration, donc tu as des années plus prolifiques que. Non, bon, je peux à peu près toujours le même nombre de pièces par an. J'en fais moins maintenant, mais c'est toujours 25-30 maxi par an. Maintenant, quand je suis à 10, je suis content. On va faire une expo perso. Parce que c'est très long. Il faut, pour une pièce comme ça, il faut, en temps absolu, il faut 3 mois. Mais en temps réel, c'est-à-dire avec les interruptions, il faut 4 mois, 5 mois. Donc c'est un long processus. Et quand je vais visiter l'atelier, j'ai jamais rien à montrer parce qu'on n'est jamais au moment où les choses sont là. C'est un processus très très lent. Il y a 3 cuissons successives, il y a beaucoup de polissage intermédiaire et tout. Donc c'est des pièces qui sont très longues à aboutir. Alors que j'essaye de jouer la spontanéité. C'est quasiment un peu paradoxal. C'est si long pour être spontané, quoi. Mais bon. Là, c'est une pièce qui doit faire à peu près 40 cm de haut. Ouais. Ça fait partie des plus grandes que tu as pu faire dans ces nouvelles séries. Ouais. Est-ce que la contrainte de la taille est liée à ton matériel? Ah, pas fou. Est-ce que tu penses que ça va être possible de réaliser des pièces plus grandes? Oui, bien sûr. Le projet que j'avais en Chine, on était à faire une pièce de 5 mètres sur 3, sur 60 cm d'épais, qui pesait 6 tonnes. Mais si on a l'usine, tout est faisable. Après, il faut vraiment avoir des structures industrielles. Moi, je sais jamais ça. Faire une pièce grande comme le vitrail qu'il y a derrière, ça demande beaucoup de moyens. On passe dans un autre registre. Je pourrais encore probablement gagner peut-être 10 cm à l'atelier et après je pourrais plus. Parce qu'il y a une limite de poids, une limite de temps de cuisson. Parce que quand on augmente, c'est une progression géométrique. Hein. La recuisson du verre, on augmente terriblement le refroidissement. Ça peut mettre, là, déjà, je mets plus de 15 jours pour refroidir, 3 semaines. Avec une pièce plus grande, on peut arriver vite à un mois et demi dans le four. Et encore, quand il y a 3 cuissons, il faut monter en température, quand on recuit, monter en température selon la même courbe. Il faut monter 1 degré par heure pour arriver à 690 pour coller. Enfin, c'est des procédés très longs, donc plus on agrandit, plus ça demande des moyens que je n'ai pas. Je ne sais pas si c'est souhaitable. Je ne sais pas si j'ai envie de faire beaucoup plus grand. Un peu plus grand, oui, mais taille d'un tableau. Ouais. Mais je ne ferai pas des grands. De toute façon, ça n'aurait pas de sens. Très très grand, ça n'aurait pas de sens. Jamais je pourrais. Moi, je suis plutôt dans le niveau de la miniature, parce qu'il faut regarder de près. Regarder ça de loin, ça n'a aucun sens. Il faut être à une distance 1 mètre, c'est le maximum. Si on va plus loin, on va plus rien. Parce que l'idée, c'est de voir tout ce qui est vivant à l'intérieur de ça, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc c'est comme quand je fais mes aquarelles, c'est pareil, c'est vraiment, ça se joue au niveau de la miniature, il faut regarder avec une loupe. Quelque chose de grand comme ça, agrandi. Peut-être qu'il faudrait voir ça en agrandissant l'image, quel sens ça a. Une petite dernière pour la route.
Et d'autres formes. D'autres formes. C'est-à-dire Je sais pas. faire des formes en trois dimensions. Oui, ben oui, c'est ce que j'expliquais. Oui, oui. T'as pas suivi. Mais si, Non, t'as pas suivi. Justement, je vais rester aussi dans des cadres bien. Ben oui, ben oui, parce que non, parce que créer, pour moi, c'est contradictoire. Ça, c'est vraiment mon truc à moi. Je veux dire, c'est pas une théorie, hein, mais je veux dire, c'est comme ça que je le vois. Faire une forme, trois dimensions, transparente, ça n'a pas grand sens. Bon, ça a du sens si chez Libinsky, il travaille la lumière, les épaisseurs, voilà, mais c'est un formaliste. Moi, je suis pas un formaliste. Je travaille pas la belle forme, je sais pas ce que c'est. Ce qui m'intéresse, c'est les formes, comme disait Léonard de Vinci, des vieux murs. C'est ce qu'on voit émerger d'un vieux mur, les formes qui apparaissent dans un vieux mur. Voilà, ça c'est dans l'enduit d'un vieux mur. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas des formes. Parce que les Tchèques, c'est certainement les plus habiles. C'est des grandes œuvres. Ils ont un rapport à l'espace. C'est un rapport à l'espace. C'est pour autant. Oui, ça justement. Et c'est intéressant parce que Libinsky, il a peut-être pas un rapport au temps, mais en tout cas, il a un rapport à la lumière, ce qui est pas loin d'avoir un rapport au temps. C'est-à-dire qu'il a bien vu les qualités spécifiques du verre, il a créé des œuvres, des formes qui, justement, font jouer avec les qualités spécifiques du verre. Ce qui est incompréhensible, c'est de faire comme on en voit, des plasticiens qui ne se soucient pas de savoir si c'est en plastique, en marbre, en bronze, en verre, qui vont passer d'une matière à l'autre. Ça n'a aucun sens. C'est pas parce que on peut faire une pièce en bronze qu'on peut la faire en verre. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, je pense que penser son matériau, pour moi, c'est essentiel, mais c'est vrai que c'est pas d'époque. Je pense qu'il y a un moment donné où l'idée que on peut faire passer une matière à une autre, on peut passer une matière à une autre, c'est ce qu'on voit dans les artistes qui appellent l'atelier en disant, dis donc, vous pourriez pas me faire un truc, j'ai un projet, vous pourriez pas le faire en verre. C'est ridicule. S'ils l'ont pas pensé en verre, je vois qu'est-ce que je peux faire pour eux. Hein. C'est ça la difficulté de faire comprendre que le matériau n'est pas uniquement une question artisanale, que la question du matériau c'est pas une question de transformation d'une forme d'une matière. La relation matériau c'est la compréhension de la résistance de ce matériau et de sa singularité qui nous apporte beaucoup, qui produit quelque chose. C'est pas l'artiste, c'est pas un petit artiste qui sollicite, mais le retour dans la relation matériau est important. Les céramistes connaissent ça aussi. Mais peut-être moins, peut-être que c'est moins évident. Peut-être qu'on peut faire la céramique, on peut faire la sculpture facilement en céramique. Donc, le problème de l'émail. Enfin bon, moi c'est comme ça que je vois les choses. Et une fois que ta pièce est terminée, est-ce que pour sa mise en lumière, est-ce que, comme c'est transparent, est-ce que tu as une notion, une fois qu'elle est exposée, de la mise en éclairage qui peut aussi transformer son regard parce que Ouais, je sais bien. Mais si elle joue pas avec la lumière du jour, j'en ferai pas une lampe de chevet. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que si elle n'a pas de sens sans lumière, c'est-à-dire à la lumière du jour, sans qu'on rajoute quelque chose, c'est qu'elle est ratée. Parce que rajouter, je dis, c'est une lampe de chevet, mais c'est ça. L'éclairage est important, comme on a pu en discuter dans la salle d'exposition. L'éclairage qui a été parfaitement réussi d'ailleurs, c'est un éclairage qui englobe. Et si ça suffit pas à faire émerger tout ce qu'il y a à faire émerger, c'est que la pièce est ratée. Elle n'a pas son existence. En fait, moi, je les pense pour qu'il y ait une transparence et une profondeur telle qu'on puisse tout voir.
il y a des couleurs extrêmement sombres, mais elles font peut-être 2 mm d'épais. Si j'en mets plus, on voit plus rien. Donc faut penser aussi des moyens qu'on met en œuvre. Je rajouterai pas de lumière. Ça s'est posé parfois. Ça a du sens, que ça porte son éclairage éventuellement. Ça a du sens. Mais, Et vous arrivez à vous détacher de votre œuvre une fois qu'elle est faite, vous l'oubliez, vous pouvez malheureusement, malheureusement, Ah ouais. parce que j'ai beaucoup de déceptions. Ce que je veux dire, c'est que le temps passant, il y en a peu que je valide. Je sais pas pourquoi. Bon, il y a certaines que je regrette. Et je dois avoir, disons, peut-être une vingtaine de pièces que je regrette, que j'aurais voulu garder. Mais sinon, non, elles perdent de leur puissance, je sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'il faut que ça passe chez les autres. Ils en font quelque chose. Mais c'est vrai que y a une. Mais c'est parce que je pense que si j'avais pas ça, je m'arrêterais. Il faut toujours réalimenter le désir de la découverte, sinon ça serait une catastrophe si j'avais plus cette appétence pour la nouvelle pièce qui va me satisfaire. Si j'avais un stock de pièces qui me satisfaisaient, je n'aurais plus rien à faire. Parce que là, c'est le manque qui fait avancer. Je pense que c'est ça. Ça faut que je retourne à l'atelier. Et là, en ce moment, vous avez beaucoup de choses en route à l'atelier? C'est beaucoup quand ça fait 8 pièces, c'est énorme. J'ai commencé en décembre. D'accord. Et les pièces qui sont là, qui vont partir en expo, elles ont commencé en décembre. Donc je finis de les polir. Donc il y a une série de. Oui, il y a 8 pièces. C'est déjà pas mal, 8 pièces. Mmh. C'est déjà pas mal, 8 pièces, non? C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, enfin bon. Ouais, enfin, c'est une petite série, quoi. Tourne à peu près du même thème. En général, c'est comme ça. Mais comme il y a toujours beaucoup de temps, je veux dire que quand je me remets à faire autre chose, en général, ça crée des ruptures. J'ai évolué pendant les 6 mois que ça se fabrique. Après, je relance quelque chose et ça évolue. Donc, je nettoie l'atelier, il faut que je mette tout propre, que je recommence à zéro comme un nouveau cahier, quoi. Moi, je reviens à la disparition du texte, à l'apparition de la couleur. Ouais. Ça faisait trop. Texte et couleurs, ça faisait ça. Oui, c'est ça. Peut-être small complex, comme disait j'ai du beurre sur la graisse. Ça. Oui, ça faisait trop. Bien sûr. Je pense que ça, c'est. Oui, il y a certainement un élément de, disons, plastique, mais que j'ai pas pensé comme tel. C'est que ça ne s'imposait plus. Voilà, ça ne s'imposait plus. Il y a des fois, je regrette ce moment-là parce que il y a un côté très satisfaisant. Je faisais des objets un peu magiques. Il y avait quelque chose de un peu porteur de sens plus conséquent. Mais c'était peut-être trop directif, ça dirigeait peut-être trop le regard. Maintenant, c'est plus libre. Pour moi et pour les spectateurs, c'est plus libre. On est arrivé au bout.
Très bien. S'il n'y a plus de questions, oui, on va te remercier d'avoir pris le Plaisir temps pour moi. d'avoir pris le temps de l'exposer, d'avoir pris le temps aussi de répondre à ces questions, parce que ça permet d'aller un peu plus loin. Ouais. Je vais quand même faire un peu la publicité de l'événement qu'il y a ce week-end, samedi, parce que même si tu dis que vient dans l'atelier, il y a des moments où on ne voit pas grand-chose. C'est vrai qu'on travaille comme tu fais, c'est pas forcément démonstratif. Il y en a qui vont être Mais- déçus le 22. Mais samedi, on organise tout de même, et c'est exceptionnel, une sortie donc, dans l'atelier d'Antoine et également dans l'atelier de Juliette. Il reste quelques places. Hein. Il n'y a plus beaucoup de places, mais il y a encore quelques places. Donc, si vous voulez vous y inscrire, c'est sur réservation, c'est samedi. Et c'est exceptionnel. Je crois que c'est peut-être même la première fois qu'on le fait. On l'a déjà fait avec des associations. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, c'est très très rare. On fera des pièces. Et, Bah, celles-ci, celles qui sont sur le départ. Voilà, pour un sac. et si, voilà. Et si on ne voit pas forcément grand-chose, il y a quand même une ambiance. Donc, Ah, il y a quand même des matériaux, il y a des sous, et tout ça crée quand même une ambiance qui, pour c'est un bordel. un visiteur, peut être intéressant. Antoine, dans n'importe quelle pièce où il rentre, ça crée une ambiance tout de suite. Il n'y a pas besoin de l'atelier. Voilà. Donc c'est samedi. Alors il y aura à la fois dans l'atelier d'Antoine et à la fois dans l'atelier de Juliette. Une séance à 15h, une séance à 16h, il reste juste quelques places. Ça, il faut voir. On peut regarder ça. Moi, je vais visiter l'atelier où était Étienne. C'est celui-là ou- Non, Le dernier d'Étienne, en tout cas. ouais, ouais. Juliette était dans le dernier atelier d'Étienne. Donc, on peut encore prendre des inscriptions ce soir, par exemple, si vous voulez. Voilà, et puis si certains veulent profiter de ce moment pour acheter un livre ou un catalogue dédicacé, ça peut être un moment. Et voilà, donc merci de votre présence ce soir.